Ok, bon, on va peut-être pouvoir commencer. Donc, dans cette première partie de la présentation, on va d'abord commencer par faire un petit historique de l'évaluation quantifiée de la marche pour voir un peu finalement pourquoi et comment on est arrivé à ces semelles connectées pour avoir une évaluation plus quantitative des patients. Puis, on va présenter quelques cas cliniques où on va pouvoir voir comment on peut utiliser le système au mieux pour ajuster nos traitements ou nos informations. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis kiné. Donc vous connaissez certainement mieux en tout cas, le fonctionnement du pied mieux que moi, mais donc je vais vous apporter ma vision à la fois de clinicien et de chercheur sur ces semelles connectées. Et donc, comme je vous ai dit, d'abord faire un petit historique et voir un peu les différents systèmes d'évaluation et de quantification de la marche qui existent. Donc, on va un peu voir le cheminement depuis cet homme, donc Edward Muybridge, jusqu'au système actuel, donc qui utilise l'intelligence artificielle pour essayer d'identifier et de détecter différents patterns dans la marche. Donc, si on s'intéresse à l'histoire, en fait, qui était ce Muybridge, c'était un photographe anglais. Il s'intéressait plutôt aux animaux qu'aux hommes. Et en fait, il était assez passionné par le mouvement et essayait de comprendre le mouvement, mais à l'époque, c'était compliqué forcément. Et donc, il a eu une première question, c'était de savoir en fait si, quand un cheval était au galop, s'il avait réellement ses quatre pattes qui quittaient le sol. Alors, pour nous, aujourd'hui, ça peut sembler assez simple, puisqu'il suffit de faire des photos pour voir ça, mais à l'époque, dans les années 1860, 70, 80, forcément, il n'y avait pas accès aux technologies qu'on a actuellement. Donc, Muybridge, il a mis au point en fait le premier système d'analyse du mouvement un peu quantifié. Et comme je vous ai dit, il s'intéressait aux animaux. Et donc ici, on voit une série de 16 photos qui ont été réalisées en fait. Et comment il a fait ça? Il a pris 16 appareils photo différents, enfin les ancêtres des appareils photo, qu'il a alignés, il les a bien synchronisés. Et puis, il a organisé une manière de collecter les photos bien synchronisées. Et puis, ça lui a permis de reconstruire les mouvements. Par la suite, il s'est intéressé quand même à quelques mouvements humains. Donc, vous voyez ici le système toujours équipé des différentes caméras. Et puis après, en tant que photographe, mais avec quand même un esprit assez scientifique, vous voyez qu'il a fait les photos sur un fond quadrillé pour être capable de mesurer différents angles et pour pouvoir avoir des informations sur la temporalité, puisqu'il savait exactement combien de secondes ou de millisecondes il y avait entre les différentes applications. Et puis après, on voit ce qui va nous intéresser par la suite ici. Vous voyez qu'il a été réalisé les premiers clichés qui ont permis de faire en fait la première analyse de la marche et de la course ici, dans ce cas-ci. Et vous voyez que grâce à ces différentes photos, on était capable de décrire les différentes phases de la course dans les différents plans pour essayer d'un peu comprendre comment tout cela fonctionnait. Donc le système, je vous en ai déjà un peu parlé, hein, c'était des appareils photo de ce type-là qu'il avait placé. Donc ici, vous voyez 24 appareils photo différents et qui vont être déclenchés en fait quand le sujet va venir ici en venant activer une corde qui déclenche l'appareil. Et de ce côté-ci, on avait donc le fond quadrillé qui permettait de faire les différentes mesures. Alors, bien entendu, ce n'était pas toujours des mouvements très pertinents ou intéressants d'un point de vue clinique, en tout cas pour nous, mais il est quand même toujours considéré comme le précurseur de l'analyse en fait quantifiée du mouvement. Et il avait aussi mis au point un petit système, un simple kaléidoscope pour enchaîner toutes les photos pour pouvoir faire des petits films comme ça. Donc ça, c'était le premier vraiment système destiné à essayer de quantifier les différents mouvements. Par la suite, bien entendu, avec le développement des appareils photo, on a eu le développement par la suite des caméras, encore assez préhistoriques et rudimentaires. Et donc, on a vu l'émergence des premiers laboratoires d'analyse du mouvement.
voyez que c'était en fait relativement rudimentaire puisqu'on avait le patient, enfin, ou le participant qui était filmé, et puis après, l'opérateur venait avec un simple goniomètre à branche sur l'écran pour voir un petit peu les différentes amplitudes articulaires. Bien entendu, c'était limité à 2 dimensions et la qualité était somme toute assez rudimentaire, mais on retrouve encore ce genre de système dans pas mal d'applications sur votre smartphone. Vous pouvez filmer votre patient et puis vous mettez différents repères, ça vous donne des angulations finalement. C'est un peu ce système-là qui a plus évolué. Et ensuite, par la suite, avec l'évolution de la technologie, on a eu des systèmes avec plusieurs caméras qu'on est venu synchroniser. Et grâce à ce système, on sait que si on a 2 caméras qui filment dans un plan perpendiculaire, ça va nous permettre d'avoir une première ébauche de mouvement tridimensionnel puisqu'on peut enregistrer dans les 2 plans et puis essayer de venir reconstruire ça. Mais bien entendu, l'évolution la plus importante et la plus significative au niveau du développement des systèmes d'analyse de la marche, ce sont les systèmes qu'on appelle optoélectroniques. Donc, c'est des systèmes composés de plusieurs caméras infrarouges qui vont venir filmer, enregistrer le déplacement et les trajectoires de petits marqueurs qu'on va venir placer sur différents repères anatomiques, repères osseux au niveau du patient. Et grâce aux enregistrements de différentes caméras, on peut reconstruire la position tridimensionnelle de ces marqueurs et suivre le déplacement de ces marqueurs dans l'espace et dans le temps. Et donc, à partir de ça, on peut estimer les déplacements articulaires des différentes articulations. Dans les laboratoires d'analyse de marche, on retrouve bien entendu également des plateformes de force qui vont nous permettre d'enregistrer toutes les forces et permettre d'obtenir par la suite la cinétique articulaire. Vous voyez ici un patient qui est équipé avec ces petites boules réflectives et ici la reconstruction tridimensionnelle de ces modèles. Alors, j'ai vu qu'on avait affaire à des orthos et des podologues, donc vous connaissez certainement ces différentes nomenclatures. Quand on parle d'analyse quantifiée de la marche, on a surtout 3 grandes famille, bien entendu, la cinématique, donc tous les déplacements articulaires, toutes les amplitudes articulaires des différentes articulations, avec les systèmes actuels souvent en 3 dimensions, avec une précision et une reproductibilité assez élevée. Quand on a la chance d'être dans un laboratoire d'analyse de marche avec des plateformes de force, comme je l'ai dit, on peut avoir tout ce qui est sur la cinétique, donc comment les forces vont se répartir au niveau des différentes articulations. C'est important pour tous les processus arthrosiques, etc., voir si on n'a pas de déséquilibre au niveau des articulations ou au niveau des compartiments internes et externes du genou, par exemple. Et ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est bien entendu l'analyse des paramètres spatio-temporaux, donc tout ce qui est les différentes phases du cycle de la marche, la phase oscillante, la phase d'appui, etc., l'élargement du pas, la phase de double appui, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je voulais un peu voir quel était votre background. Le cycle de marche, on le divise en 2 grosses phases, bien entendu. La phase d'appui, c'est quand le pied est au sol. La phase oscillante, c'est quand le pied est dans le retour aérien. Et puis, on peut définir plusieurs zones dans ces phases principales. Donc, on sépare traditionnellement et typiquement le cycle de marche en 7 phases distinctes. Et en fonction des pathologies, en fonction des profils de patients, on sait que certaines phases vont être plus affectées que d'autres et certaines phases sont plus importantes à venir analyser dans ce contexte. Alors, juste donc, au niveau de l'analyse de la marche, comme je vous ai dit, maintenant avec les systèmes actuels, on a vraiment une bonne précision sur la majorité des amplitudes articulaires pour, en tout cas, ce qui est au niveau de la hanche, du pied et du genou. La hanche, il y a parfois des petits problèmes encore techniques, donc ça c'est au niveau de la cinématique. Et comme l'analyse de la marche est un domaine qui existe depuis longtemps, on a toutes ces courbes normales et donc on peut comparer le patient pour voir de combien de déviation standard, par exemple, il s'écarte de cette population normale pour voir la
l'atteinte de sa marche. Au niveau de la cinétique, c'est la même chose. On a ces courbes normales au niveau de l'attaque talon, et puis on produit la force. On voit que la force va passer quand on met le centre de gravité sur l'avant du pied, et puis on a le décollement du pied par la suite. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les aspects spatio-temporels ou spatio-temporaux de la marche. Donc, typiquement, bien entendu, la longueur du pas, qu'on peut comparer côté gauche, côté droit, mais également l'écartement des deux pieds, la durée de la face oscillante, etc., etc. Alors, on a rapidement vu un peu ici l'historique de l'analyse de la marche avec tous les systèmes, mais on a vu que pour le moment, on reste quand même relativement limité dans nos analyses par le fait que ces analyses doivent être faites en laboratoire. Donc, typiquement dans des laboratoires d'analyse de la marche, dans les laboratoires d'analyse du mouvement, puisqu'on a ce matériel qui est assez onéreux. Or, on sait que, bon, bien entendu, il y a des avantages à réaliser des analyses de la marche en laboratoire, puisque c'est bien standardisé, bien protocolé, et donc on peut avoir des résultats qui sont assez bien reproductibles. D'un autre côté, on sait, ça a très bien été montré dans cet article, que la manière dont les patients ou dont les sujets se déplacent ou marchent dans un laboratoire de marche, ça ne correspond pas, ou pas du tout en tout cas, à leur marche normale et leur marche naturelle quand ils se promènent par exemple dans la rue. C'est assez facile à comprendre puisque, je ne sais pas si vous avez déjà fait des analyses en laboratoire, mais on se retrouve dans un petit couloir de marche assez court, souvent en sous-vêtements. On a tous les marqueurs qui sont collés sur la peau. Parfois, on a également des EMG avec des câbles. Donc, ce n'est pas une marche très naturelle. En plus, on peut faire que quelques pas. Puis, il faut essayer de poser le pied sur les plateformes de force. Donc, souvent, on voit les patients qui marchent normalement et puis ils raccourcissent leur foulée pour marcher bien sur la plateforme de force pour avoir les informations. Donc, on a une marche qui peut être quantifiée, mais qui ne représente pas vraiment ce qu'on peut enregistrer dans la vie de tous les jours. Et donc, depuis quelques années maintenant, on a cette tendance à essayer de vouloir analyser les patients ou les participants, les sportifs, dans leur milieu plus naturel. C'est ce qu'on appelle l'évaluation écologique. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment le patient ou comment le participant fonctionne réellement dans ses activités de la vie de tous les jours. En tant que clinicien, pas vraiment de savoir comment il marche dans un environnement bien contrôlé, parce que si on pense, on va parler par la suite du risque de chute, on sait que les patients ils tombent rarement, en tout cas, en marchant en ligne droite dans un sol bien stable. On sait que c'est souvent en changeant d'appui, quand ils vont prendre leurs pieds dans un tapis, ou s'ils marchent quand il y a le trottoir qui est un peu irrégulier, etc. Donc, on a de plus en plus de travaux sur ce qu'on appelle l'évaluation non supervisée. Donc, on va essayer de faire ça dans le milieu le plus naturel possible pour le patient. Alors, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de challenges et de limitations sur ces nouvelles méthodes, puisque l'avantage quand on fait quelque chose de supervisé, par définition, on peut contrôler l'environnement, la vitesse, etc., alors que dans ce qui est non supervisé, c'est plus compliqué. Et donc ici, avec les semelles connectées, en fait, on se trouve un petit peu entre les deux. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de faire les analyses de la marche dans un laboratoire, dans une clinique. On peut le faire à l'extérieur, on peut le faire n'importe où, mais on garde quand même un œil sur le patient puisqu'on va rester près de lui. On peut lui donner des instructions, on peut contrôler un peu ce qu'il fait. Alors, pour vous montrer le fait qu'on peut vraiment réaliser ces évaluations à l'extérieur de la clinique ou dans un environnement peu équipé. On a ici un exemple d'un patient, c'est un exemple d'un centre qu'on a développé au Congo. Et vous pouvez voir que forcément ici, on n'a pas du tout d'infrastructure spéciale. On a le patient qui marche avec donc, les semelles connectées qu'on est venu lui placer au niveau de ses chaussures. Et juste
avec une connexion Wi-Fi, on est capable de collecter les données et de les analyser en temps réel, sans avoir besoin d'un laboratoire de marche, sans avoir besoin d'équipements très coûteux. Donc ici, au niveau de ce patient, vous voyez une démarche assez typique hémiplégique suite à un AVC. Vous voyez tout le côté droit ici qui est perturbé. Alors, quand je montre cet exemple, c'est un bon exemple puisque forcément, on a une grosse asymétrie et une démarche vraiment typique. La question qu'on peut se poser et que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une analyse quantifiée pour ce patient? Bien entendu, oui, puisque si on veut soit faire une orthèse, éventuellement pour essayer d'améliorer sa marche, soit des semelles, soit un traitement kiné, une prise en charge de revalidation, c'est toujours bien d'avoir une évaluation quantifiée pour savoir exactement comment faire pour avoir une approche plus personnalisée pour ce patient. Donc, au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on peut observer pour ce patient? On a vu les vidéos, vous avez vu qu'il y avait quand même une grosse asymétrie entre les deux côtés, avec ce côté droit qui était beaucoup plus immobile que le côté gauche. Et ça va se retrouver à ce niveau-ci, au niveau du score de symétrie ou d'asymétrie, qui prend un peu en fait la moyenne de tous les paramètres qui sont collectés au niveau de cette analyse quantifiée, les analyses des paramètres spatio-temporaux, pour avoir un peu un score global, donc 46%. Donc vous voyez ici que normalement, on doit être proche de 100%, mais on sait que personne n'est jamais parfaitement symétrique. Et donc ici, on estime qu'au-dessus de 95%, il n'y a pas de souci, mais donc ici, 46%, grosse asymétrie, avec bien entendu une diminution de la vitesse de marche et une diminution de la cadence dans ce patient. Alors, si on s'intéresse un peu plus en détail dans les différentes analyses, les différents paramètres que l'on peut retrouver, on voit ici, vous voyez, du côté gauche, on n'a pas de souci, on a cette phase d'appui 70%, 30%, alors que du côté droit, vous voyez qu'on est à 50-50, donc une grosse modification au niveau du pattern à ce niveau-là. Donc ça, ce sont les paramètres vraiment de base de l'analyse spatio-temporelle. Après, on peut aller plus en détail. Ce qui est intéressant également de venir regarder, c'est vraiment le déroulé du pied avec cette phase d'attaque talon, le déroulement du pied et la propulsion. Ici, on voit qu'on est quand même relativement symétrique au niveau de ce patient, en tout cas, au niveau de sa phase donc au sol, quand on s'intéresse aux différents temps. Donc ça, en matière relative, pas le temps. Le temps, on avait vu qu'il y avait des grosses différences, mais le temps relatif passé dans les différentes phases est relativement symétrique au niveau de ce patient. Alors, ce qui est également toujours intéressant de venir regarder, c'est quelles stratégies le patient utilise. Alors, de nouveau, dans notre cas-ci, c'est un exemple un peu extrême. Donc, on pouvait clairement voir qu'il y avait une stratégie plutôt de hanche, compensation avec une grosse activité des fessiers du côté droit, alors que du côté gauche, on était plutôt en stratégie cheville, avec un gros travail des gastrocnémiens et du solaire chez ce patient. Donc ici, de nouveau, visuellement, on pouvait le voir assez facilement avec un peu d'expérience en tout cas, mais on verra par la suite qu'on a des patients où c'est quand même plus subtil comme différence et que donc, dans ce cas-là, c'est bien d'avoir une évaluation quantifiée. Alors, pour tout ce qui est affection neurologique, donc typiquement après AVC, c'est également intéressant de regarder l'angle de progression du pied pour voir si on n'a pas un stépage ou une déviation latérale ou un lancement du pied, ce qu'on voit également de ce côté-ci, puisqu'on voit qu'on avait une faiblesse importante au niveau des releveurs du pied du côté droit, ce qu'on voit également ici. Vous voyez que on a cette bascule et du coup, on a le patient qui était obligé de lancer la jambe sur le côté pour pas venir racler avec son avant-pied.
Alors ici, on a un deuxième exemple pour vous montrer les paramètres plus avancés. Donc, vous voyez, ici, c'est également une patiente avec une démarche assez particulière. Vous voyez ici, en fait, c'est plus vraiment une faiblesse au niveau des chevilles, avec quand même une perte d'équilibre globale qui fait qu'on a cette augmentation de la base de sustentation. Et on peut voir ici les différents paramètres. De nouveau, avec, vous voyez ici, on peut le voir, avec une phase d'appui beaucoup trop importante par rapport à une marche normale. Vous voyez qu'en fait, elle fait chaque fois des petits pas et puis elle a l'impression qu'elle tombe, donc elle prend plus d'appui au niveau de ses membres avec une diminution de la fréquence et de la longueur totale du pas. Alors, ce qui est également intéressant de venir visualiser, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est le déplacement du centre de masse ou du centre de pression pendant ces différentes phases d'appui au sol. Alors, de nouveau, donc ici, vous avez la zone de normalité, donc votre intervalle de confiance à 95%. Donc, normalement, on a le centre de pression qui doit suivre cette direction. Et ici, vous voyez qu'on est beaucoup trop à l'extérieur au niveau gauche et à droite, on est plus ou moins normal avec une petite inversion au départ à ce niveau-ci. Et donc, tous ces paramètres, soit forcément pour un orthésiste, on peut venir faire une analyse avant, mettre l'orthèse, voir si on a normalisé ça. De même pour les semelles. Et pour le kiné, ça va essayer de voir quelle stratégie on peut essayer de mettre en place pour venir essayer d'un peu normaliser cette situation. Et donc, avoir une approche plus personnalisée pour la prise en charge de nos patients. Alors maintenant, on va un peu venir aborder l'évaluation plus de la personne âgée et en neurologie, puisqu'on verra par la suite qu'il y a des nouveaux modules qui ont été développés spécifiquement plutôt pour les patients neurologiques. Je pense que Rana vous en dira plus à la fin de la présentation. Oui, c'est vrai, j'ai oublié aussi de dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour ne pas risquer de les oublier avant la fin de la présentation. Alors, donc, ici, on avait vu d'abord quelques exemples de marches assez typiques d'une démarche neurologique. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au vieillissement. Donc, d'abord, le vieillissement normal, et puis on discutera des cas pathologiques et de quels facteurs, de quels paramètres il convient d'essayer de regarder et d'analyser plus en détail quand on fait l'évaluation de nos patients. Alors, le vieillissement, qu'est-ce que ça induit? On sait qu'on a bien entendu une sarcopénie, donc on va avoir une perte de force, mais ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que cette perte, la sarcopénie, c'est bien entendu une diminution des fibres musculaires, des cellules musculaires, mais on a également une diminution importante au niveau des cellules du système nerveux central et périphérique. Donc on a également bien entendu une diminution de la vitesse de réaction. Et également, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'on a une diminution également au niveau du système nerveux périphérique et donc des afférences. Donc, on a une diminution importante de la proprioception avec l'âge. À cela s'ajoute la diminution de la force et également une certaine raideur au niveau articulaire. Donc, tout ça fait que non seulement les personnes âgées vont marcher, bien entendu, moins vite, mais surtout, comme on a cette perte de la proprioception, on a une augmentation de la base de sustentation. Donc, quand vous voyez les personnes âgées qui marchent, souvent, ils vont marcher avec les pieds un petit peu plus écartés et avec les pieds également tournés vers l'extérieur. Tout ça pour essayer d'être un peu plus ancré au niveau du sol. Ce qu'on remarque également, c'est qu'on a moins de stratégie de hanche, et donc le contrôle de l'équilibre va être plus assuré au niveau
des chevilles avec un travail plus important au niveau des gastrocnémiens. Et ça a été montré que finalement, ces muscles gastrocnémiens étaient capables de compenser assez bien pour la diminution finalement de la proprioception au niveau de du pied pardon, et des chevilles, ainsi que cette raideur qui vient s'insérer à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il convient de regarder quand on fait une analyse des paramètres spatio-temporels plus spécifiquement chez la personne âgée, mais en fait pour tout type de patient, on a vu le premier indicateur qui est finalement facile à analyser et facile à comprendre, mais qui est très relevant d'un point de vue clinique, c'est cette asymétrie de la marche d'une manière globale. Alors ici, il faut également faire un peu attention que si on a un chiffre qui paraît un peu bas, mais si on a fait une seule évaluation, donc dans le cadre d'une évaluation cross-sectionnelle, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter, parce qu'on sait que parfois il y a des patients ou des personnes qui ont une asymétrie de manière assez naturelle, donc il faut toujours venir un peu analyser avec les autres paramètres et bien entendu toujours confronter ça avec la clinique, puisque ça, c'est important. Ce qui est important, c'est bien entendu de plutôt faire une évaluation longitudinale du patient. Donc, si vous suivez vos patients tous les 3 mois, tous les 6 mois et suivre un peu l'évolution de ces paramètres, et si à un moment vous voyez qu'il y a un changement assez important, ben là, il faut commencer à s'inquiéter et à essayer de comprendre un peu ce qui se passe avec le patient. Donc, avec le vieillissement, globalement, on va quand même voir une augmentation de cette asymétrie. Bon, la diminution de la vitesse de marche, bien entendu. La cadence qui va tendre plutôt à augmenter avec des plus petits pas chez les patients. Et ce qui est également important de regarder, qu'on ne peut pas trop visualiser, ou en tout cas quantifier de manière visuelle, c'est cet angle de progression du pas. Comment est-ce qu'on va surtout transférer le centre de pression du pas, le centre de pression pardon, du corps au niveau des différentes phases d'appui. Et ce qui est important également de regarder, et ça on peut l'obtenir dans le système assez facilement, c'est qu'en fait on va voir que chez les personnes âgées, ou en tout cas les personnes à risque de chute, on va avoir beaucoup plus de variabilité dans les différentes phases et dans l'évolution des différents paramètres au cours du cycle de marche. Donc, même si on demande aux patients de marcher le plus normalement possible, quelle que soit la vitesse, on va voir qu'en fait, les individus avec un risque de chute augmenté ont une variabilité de marche plus importante. Donc, c'est un fait un peu et on retrouve ça dans tous les paramètres. Et c'est quelque chose que maintenant on parle beaucoup quand on parle de variabilité, bien entendu, on parle plutôt de la variabilité cardiaque pour les sportifs, pour la qualité du sommeil. Et là, on sait qu'au plus c'est variable, au meilleur c'est. Mais tout ce qui est analyse de la marche, il faut vraiment que ce soit en fait, le plus reproductible possible, avec le moins de variabilité possible. Si vous voyez que vous avez un patient nouveau que vous suivez, vous voyez que c'est vraiment toujours très reproductible. Et puis à un certain moment, vous voyez qu'il commence à y avoir beaucoup plus de variabilité. C'est un assez mauvais indicateur et donc ça indique une détérioration de la qualité de la marche et une augmentation du risque de chute. Puisque normalement, comme vous savez, la marche est quelque chose d'assez bien automatisé au niveau des processus centraux, etc. Et donc, si on voit qu'on a beaucoup de variabilité alors que le patient marche sur une surface plate où normalement il ne devrait pas y avoir beaucoup de variabilité, ça indique qu'il y a une altération au niveau de ces systèmes, au niveau de la coordination de tous les systèmes impliqués. Alors, quel est le meilleur indicateur du risque de chute? On en a déjà parlé. Bien entendu, c'est l'asymétrie. Ça reste quand même un des facteurs les plus importants. Les différentes phases, on sait que normalement, on a donc 1/3, 2/3, ce rapport qui doit être préservé avec une petite marge de tolérance.
et cet angle de progression du pas, donc le déplacement du centre de pression quand on est au niveau du sol. Et comme je vous ai dit aussi, ce qui est plus important, c'est la variabilité dans vos différentes phases qui est le plus important facteur, que ce soit au niveau du décollement des orteils et au niveau de cet angle de progression du pas. Alors, un petit mot sur la double tâche, mais comme ici, on a principalement affaire avec des orthos et des podologues, c'est peut-être moins important ou moins intéressant pour vous, puisque c'est plus tout ce qui concerne vraiment la revalidation et l'entraînement. Mais on sait qu'on a, ou en tout cas, maintenant, on a aussi également, c'est vrai, plusieurs analyses de la marche qui se font en double tâche. Donc, on va ajouter une tâche cognitive. Donc, typiquement, on peut demander aux patients de décompter par 3 ou par 7, quelque chose qui soit quand même un peu compliqué, ou de citer le plus de mots qui commencent par une lettre donnée, pour venir un peu essayer de désautomatiser cette marche et pour voir si on n'a pas trop de perturbations qui sont induites par l'ajout d'une tâche cognitive. Bon, comme je vous ai dit, c'est vrai qu'on fait ça souvent en kiné ou en revalidation pour entraîner ou réentraîner les patients. Mais il y a de plus en plus de recherches qui sont faites pour voir justement l'importance et l'influence de l'ajout d'une charge cognitive sur la qualité de marche. Et ça, on peut également le faire assez facilement avec les semelles, puisqu'on peut quantifier l'impact de cette charge cognitive sur la démarche, sur la variabilité, sur finalement l'augmentation du risque de chute. Puisque comme je vous ai dit tantôt, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment le patient se déplace dans les activités de la vie de tous les jours, plutôt que si on lui demande juste de marcher dans un couloir, dans un hôpital, sans rien avoir à faire autour, puisque on sait que quand on marche, on a la vision qui peut être perturbée, on peut avoir des appels, on peut parler à d'autres personnes, etc. Et donc, ça peut être important. Donc ça, c'est d'autres exemples. Si vous voulez plus d'informations sur l'entraînement en double tâche ou l'évaluation des paramètres en double tâche, vous pouvez toujours me contacter par la suite. Ici, c'est juste 2 vidéos pour vous montrer un entraînement en double tâche. Maintenant, on a plein de systèmes comme ça où vous devez soit venir toucher donc certaines couleurs, donc ça en plus ça entraîne les fonctions cognitives avec l'inhibition, la détection, etc. Ici c'est quelque chose de statique, mais on peut faire ça pendant la marche avec différents pas. C'est assez populaire aussi dans les milieux du sport pour voir ça. Alors pour conclure cette petite présentation, cette petite introduction sur les semelles et l'analyse quantifiée et ce que l'ajout des données peut nous indiquer dans notre traitement ou notre prise en charge des patients, c'est que on a vu la technologie évoluer, on n'est plus obligé de faire des analyses dans les laboratoires, on peut faire vraiment l'analyse où on veut. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important parce que pendant tout un temps, l'analyse de la marche était un domaine qui était un peu, ça avait une connotation un peu, je ne sais pas comment dire, bon, pas négative, mais c'était vraiment un peu quelque chose de niche où on avait vraiment des chercheurs dans les laboratoires avec des ingénieurs qui devaient faire des calculs pour obtenir plein d'angles, plein de résultats, mais c'était assez compliqué à analyser. Et maintenant, avec le développement, d'une part, des plateformes de force, je suppose que les podologues ont ça dans leur cabinet maintenant. Même les systèmes d'analyse de vidéo en 2 dimensions, 3 dimensions, avec le développement de l'intelligence artificielle, tous les systèmes sans marqueur, on peut quand même maintenant obtenir des bonnes angulations. Et maintenant, avec le développement aussi des semelles connectées, on voit que on s'est vraiment déplacé du laboratoire, de l'hôpital, de la clinique, vers vraiment des solutions qui sont beaucoup plus abordables, beaucoup plus faciles à analyser. On a les résultats directement et à partir de ça, on peut prendre des décisions cliniques. On peut
avoir une approche plus personnalisée, que ce soit au niveau des orthèses, des prothèses, des semelles, etc. Donc, ça permet quelque chose qui est beaucoup plus écologique, comme je vous ai dit. Et dans le futur, ça permettrait également d'avoir une évaluation plus continue des patients, puisque pour le moment, on peut mettre des semaines, on peut enregistrer plusieurs heures, mais dans le futur, on aura des semaines vraiment que les patients peuvent garder pendant plusieurs jours, plusieurs semaines à leur domicile pour vraiment avoir une évaluation continue, s'intéresser à la variabilité du mouvement, etc. Et donc, avoir finalement toujours une vision plus précise de notre patient, puisque c'est ce qu'on essaye d'avoir. Alors, pour le moment, on peut obtenir la cinématique de la cheville. On a les angles de pronosupination, flexion plantaire, flexion dorsale dans les différentes phases, les phases de développement du pied. On n'a pas encore d'informations sur la cinétique. Il y a d'autres systèmes qui sont en développement et donc dans le futur, on aura peut-être également des capteurs de pression qui permettront d'avoir ces informations, mais c'est toujours le même paradigme, en fait, savoir qu'on peut et on doit mesurer, évaluer les patients d'une manière plus naturelle, plus écologique, si on veut finalement augmenter la qualité de notre prise en charge. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires ou interrogations. Je vois qu'il n'y a pas de questions en ligne, mais je ne sais pas si les gens veulent poser des questions. Il y a une question par Maximilien sur le chat. Ah, ok, dans le chat. Il dit qu'on est prévu le déploiement de la nouvelle interface. Donc, ça sera bientôt, vers fin d'avril, car je suis encore sur l'interface des USO Pro. Donc, oui, c'est bon, parce que là, on est en train de finaliser la nouvelle solution. Donc, voilà, on le prépare pour vous. Oui, donc effectivement, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le système, ici on n'a parlé que l'analyse de la marche, mais on peut également faire l'analyse de la course. Des courses, des sauts. Et les sauts, ouais. Bon, ça c'est plus pour les orthos, enfin bien peut-être pour les podologues, pour les semelles, plus de sport. Ça peut également être intéressant. J'ai aussi partagé il y a un moment sur le chat une vidéo de la nouvelle solution. Comme ça, vous pouvez jeter un coup d'œil avant qu'il sera prêt. Ouais. Alors ici, c'est une question intéressante d'Adrien. Est-ce que la variabilité de la marche à elle seule peut résumer le risque de chute? À elle seule, non, c'est compliqué. Ça dépend, tout dépend du contexte. Quand on fait une évaluation, si on a juste une évaluation unique du patient et qu'à partir de ça, on définit un risque de chute, ça, certainement pas. Donc, il faut, comme je vous l'ai dit, mettre ça quand même en parallèle avec la clinique, voir un peu l'état général du patient. Par contre, si c'est un patient que vous suivez régulièrement, vous l'avez déjà vu 2-3 fois, vous avez vu la variabilité était faible, 5-6%, et puis tout d'un coup, il passe à 10-15%. Là, ça indique quand même qu'il y a une grosse détérioration. C'est toujours le problème, c'est quand on fait une évaluation cross-sectionnelle, donc juste toujours une photo du patient à un moment donné. Ça, c'est difficile à voir. C'est comme, il suffit de regarder les gens qui marchent dans la rue, par exemple. On a plein de patterns de marche différents. C'est encore plus vrai quand on voit les gens qui courent. Il y a le marathon de Paris là ce week-end. C'est vrai qu'il y a vraiment tout type de foulée. Et donc, si on voit juste à un moment donné un patient sans tenir compte des autres facteurs, c'est compliqué. Par contre, si on fait une analyse longitudinale et qu'on voit que la variabilité augmente, ouais, là, il faut s'inquiéter pour le risque de chute et essayer de comprendre pourquoi. Parfois, ça peut être juste que ce n'est pas lié à la marche en elle-même. On n'a pas parlé, mais bon, le vieillissement, on sait que plein de problèmes et plein de risques de chute, c'est juste des problèmes de vision, tout simplement. Chez les personnes âgées, c'est une des causes toujours principales, une vision
dégradé qui n'a pas été corrigé ou pas suffisamment corrigé. Tous les problèmes au niveau de l'oreille, de votre système vestibulaire, etc. Ça peut être une perte de force. Bon, la perte de force, vous allez voir dans la variabilité, justement, puisque les patients seront moins capables ou les personnes âgées moins capables de stabiliser et de coordonner toutes les phases. Mais donc, effectivement, sur l'analyse longitudinale, c'est toujours, on dit, c'est toujours mieux de faire des évaluations tous les 3, 4, 6 mois, enfin, en fonction de votre patient, en fonction du risque. Et le plus important, c'est l'évolution entre les sessions, qui est le meilleur indicateur. Puisqu'on peut toujours comparer les patients par rapport à une grosse base de données, les valeurs normales, etc. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même la variabilité inhérente à chaque individu. Donc, c'est pour ça qu'en le suivant de manière longitudinale, on est moins tributaire de cette variabilité, puisqu'on va suivre on compare le patient par rapport à lui-même au cours du temps. En fait, Carole, ça sera mieux de vous contacter. Donc, on fera ça très bientôt, demain, pour parler de ce sujet. Et voilà, j'ai ajouté dans le chat que dans la nouvelle interface, en fait, on aura plusieurs indices qui sont complètement neufs. Parmi eux, il y a le Gait Variability Index, donc ça sera super intéressant. Il y a aussi le risque de chute, donc Risk Fall Index. Ouais. Aussi, c'est vrai, on a parlé beaucoup de la variabilité, mais là, on travaille aussi sur la fatigue. Bon, c'est aussi c'est un peu la même chose que la variabilité, mais on a vu, puisque nous, quand on fait les tests de 6 minutes, on sait que la différence entre la première et la 6e minute est beaucoup plus importante et relevante d'un point de vue clinique que le résultat global du test ou quoi. Mais voir si on a une diminution de vitesse de 15-20% entre la première et la 6e minute, ou si on voit que la variabilité augmente au cours de cette 6e minute, ça c'est aussi un bon indicateur de finalement la fragilité et la faiblesse du participant. Mais ça, ce sera peut-être intégré par la suite automatiquement dans le système. Oui, on aura des petites tailles de semelles en petite taille pour les enfants. Il y a 5 tailles 30 jusqu'à 35. Voilà. Ok, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ok, je pense qu'il n'y a pas des autres questions. Donc voilà, merci beaucoup Bruno pour cette webinaire super intéressante, et pour les autres, merci pour nous avoir joints. Et voilà, je partage mon adresse mail au cas où, si vous voulez me contacter, ou vous pouvez contacter votre personne de contact comme Leila, Lara, Ihab, Yanis. Toute l'équipe sont prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée Bruno. Merci beaucoup. Bien, au revoir.
Merci Leïla.